Salut les champions de l'investissement, j'espère que vous allez bien. On va, comme promis, je voulais annoncer dans le teaser, voir ensemble aujourd'hui un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui devrait vous intéresser. C'est effectivement cette notion de gestion de patrimoine sur la base de Maslow. Maslow, pour le rappeler, hein, c'était un statisticien et sociologue qui a défini en fait comme le père de l'approche humaniste en psychologie et qui a étudié en fait les décisions, comment les êtres humains prennent leurs décisions je trouve ça extrêmement intéressant d'appliquer ça à la gestion de l'épargne et à l'investissement des clients puisque effectivement ce sont tous ces critères, tous ces besoins qui vont rentrer en compte dans votre décision d'investissement et sur les supports et les typologies de supports euh, qui vont rentrer en compte, hein. Donc, quelle serait du coup, sur la base de cette pyramide de Maslow, hein, que nombre d'entre vous ont dû voir et étudier à l'école, qui va définir effectivement la base des besoins naturels et humains, les besoins physiologiques, puis les besoins de sécurité, une fois qu'on a rempli les besoins physiologiques, puis le besoin d'appartenance à un groupe ou à une communauté, puis le besoin d'estime, et le besoin enfin de s'accomplir. Tous ces éléments-là qu'on va traduire en fait dans un contexte de gestion de patrimoine, en tout cas au sein du cabinet Maison des Patrimoines, un contexte d'études. On verra plus tard les outils. J'ai mis en place un outil justement pour pouvoir étudier cette typologie, cette profilologie de clients sur la base de ces besoins de Maslow. Là, on voit, par exemple, je vous ai fait des cas très, très haut niveau à ce stade, un profil de client qui aurait un profil très, très sécuritaire. La résidence principale, évidemment, on va y revenir souvent beaucoup. La résidence principale est la base, que ce soit que vous soyez propriétaire ou locataire. La résidence principale, le toit sur la tête, la capacité à se protéger, à protéger les siens et son foyer, et le besoin physiologique de base, d'accord. Et juste derrière ça, la peur, on en parle beaucoup en ce moment en pleine crise sanitaire, la peur de ce qui va arriver, la peur du lendemain, la peur du ciel qui va nous tomber sur la tête, hein, j'ai l'impression, et qui correspond à cette épargne de précaution. Là, dans ce cas-là, de ce profil de ce client qui serait extrêmement sécuritaire, vous voyez que l'épargne de précaution est surabondante. Il y a plus de 12 mois de liquidité sur des livrets A ou du livret de développement durable. Voilà, ça traduit de la peur, ça traduit surtout aussi, on le verra, hein, un rendement extrêmement faible. Forcément, on ne pourra pas aller chercher du rendement et cet argent sera écrasé par l'inflation assez rapidement. C'est de la fausse sécurité, hein, ce placement en épargne de précaution surabondant. C'est véritablement de la fausse sécurité puisque cet argent perdra de sa valeur au fur et à mesure et vous vous direz tous les mois, je ne comprends pas parce que je mets de côté, mais j'ai l'impression que mon porte-monnaie il fuit. Bah ouais, c'est simple, c'est que les prix dehors augmentent, les banques centrales ont elles, l'obligation de faire de la croissance économique et pour ça, il faut maintenir une inflation à 2%. Et forcément, si vous avez des rendements qui sont inférieurs à 2%, bah, vous comprenez que cet argent que vous gardez de côté, vous pourrez acheter moins demain. D'accord. Et puis, c'est quand même un client qui dit, allez, je vais mettre un peu d'assurance vie, mais ça, c'est du fonds euro, donc zéro rendement. L'assurance vie en fonds euro, ça a dû, les plus hauts rendements doivent être à 1,4% l'année dernière. Et puis, ça va descendre à 1,2 et puis à 1, et puis ça va suivre cette courbe de taux là. À l'opposé extrême, on va avoir un contexte un peu trop offensif pour le coup, où effectivement la résidence principale sera là, mais l'épargne de précaution réduite à son strict minimum, à 3 mois de liquidité. On estime, je vous l'ai déjà dit, hein, qu'il faut entre 3 et 6 mois d'épargne de précaution, de liquidité immédiate, pardon, pour pouvoir effectivement vous sentir en sécurité en tant qu'investisseur, en tant que particulier. Moins c'est dangereux et plus ça ne sert à rien. Rien du tout et vous allez vous user et vous fatiguer. Et puis là, ce profil-là, vous le voyez, là, il a fait le grand bond complètement, il a directement besoin de s'accomplir, lui. Euh,
Et dans l'accomplissement, il est parti sur un PEA ou un compte titre ordinaire avec voire une assurance vie, mais 100% en action, à tout risque, quoi. Donc, le rendement va être potentiellement extrêmement élevé, mais surtout la volatilité avec effectivement des hausses et des baisses extrêmement importantes. Il faut avoir un bon pacemaker, le cœur bien accroché pour ça. Et puis, ce qu'on va rechercher, nous, en tout cas, pour nos clients, alors à nouveau, hein, chaque contexte va dépendre de votre profil. Ça, on en reparlera ensuite, mais le contexte d'allocation le plus équilibré, le plus général que l'on cherche à obtenir, c'est un contexte où vous vous en rendez compte. Il y a un équilibre assez naturel entre l'ensemble des différentes possibilités de financement, de placement financier ou immobilier, d'accord, qui vont vous permettre effectivement de répondre à l'ensemble de ces besoins. Donc, la résidence principale, on le voit ici en termes de besoins physiologiques à nouveau. Le besoin de sécurité qui est cette épargne de précaution de 3 à 6 mois de liquidité sur des livrets extrêmement liquides, ça veut dire de l'argent disponible rapidement par des simples transferts de compte à compte. Une assurance vie qui sera cette appartenance à, vous savez, l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français. Donc, c'est votre appartenance à ce peuple français riche de son assurance vie. Mais par contre, avec une assurance vie qui est en train de migrer, qui est en train de passer d'une assurance vie à 100% en fonds euros sans risque, à une assurance vie où il y a une part de risque qui commence à être prise en compte par les clients, les investisseurs, et sur lesquels effectivement on sera plutôt sur des assurances vie à 50% en fonds euros, désormais 50% en unité de compte, pour prendre un peu de risque et aller chercher du rendement. Au-delà de ça, le besoin d'estime, le besoin d'acquisition, de propriété, de pierre, la fameuse pierre française, l'immobilier, évidemment, qui arrive derrière, l'investissement immobilier, qu'elle soit utilisée soit dans un contexte de droit commun, on achète un bien, on y fait des travaux ou pas, on le met en location, en nu ou en meublé, et puis peut-être qu'on va utiliser aussi une niche fiscale, quitte à faire autant utiliser un levier fiscal qui permet en plus de nous booster nos investissements. Ça, c'est des choses qu'on sait faire et qu'on sait étudier. Et puis au-dessus, il y a le placement passion. Il y a l'envie de, voilà, moi je suis un fan de cheval, j'adore les courses, je vais investir dans un cheval de course, ou j'adore la peinture et j'ai envie de me faire une toile de maître. Donc voilà à quoi correspond un contexte équilibré d'investissement pour un client. Et ce sur quoi on travaille chez Maison des Patrimoines et ce sur quoi on essaye effectivement de vous mettre en place au travers d'un outil que j'ai construit moi-même. Pour rappel, juste sur Maison des Patrimoines, c'est le cabinet de gestion que j'ai créé, qui est installé à Cholet, mais qui ne travaille pas exclusivement à Cholet, puisque la quasi-majorité de mes clients sont en dehors du Choletais aujourd'hui. C'est du client de réseau, c'est du bouche à oreille beaucoup. Je travaille énormément en bouche à oreille. La confiance est quelque chose d'extrêmement important dans mon métier, d'accord. Je vous l'ai déjà dit dans un précédent poste, voilà. Ok, vous le voyez ici, ces éléments sont extrêmement importants. Vérifiez constamment, que ce soit sur Internet ou de visu avec vos conseillers, qui est la personne en face de vous, quelle est son homologation et sa certification. Chacun des investisseurs financiers doivent être inscrits, homologués à l'ORIAS. Il existe différents statuts qui donnent droit à différents types de financement, de conseils en financement. Personnellement, je vous l'ai déjà dit, je suis conseiller en investissement financier, ce qui nous donne la largeur de pouvoir vous conseiller. Et je vous conseille quand même de trouver un conseiller en gestion de patrimoine qui soit conseiller en investissement financier parmi les 5000 et plus confrères et consoeurs qui aujourd'hui existent en France. D'accord. Vérifiez surtout ces éléments-là. D'accord. Vérifiez la disponibilité de la carte de transaction immobilière. Je vous en ai déjà parlé dès lors qu'il s'agit d'investissement dans l'immobilier. Ça vous donne des garanties, vous, que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui maîtrise son sujet. OK. Dernière petite parenthèse d'introduction sur l'outil. L'ensemble des informations que vous allez voir ici sont des informations à titre purement, comment dire, informatif. Il ne s'agit pas du tout d'éléments commerciaux.
Si je dois faire des propositions commerciales à mes clients, cela passe par un process bien établi à nouveau chez les conseillers en investissement financier, la mise en place d'un document d'entrée en relation, la mise en place d'un questionnaire de connaissances clients pour évaluer votre appétence au risque, votre niveau de connaissance des marchés financiers et votre capacité ou non aux différents supports disponibles aujourd'hui en termes d'investissement financier. D'accord. C'est la mise en place d'un bilan patrimonial avec le client où on va reprendre un certain nombre d'informations que vous allez retrouver dans ces petits outils. Alors cet outil, je vais vous le rendre disponible, évidemment un peu bridé pour vous, mais il suffira de liker aussi cette vidéo et puis me faire un petit message demandant que je vous envoie l'outil et je vous enverrai avec plaisir cet outil qui vous permettra de commencer à jouer sur votre profil patrimonial et vous amuser un peu. C'est très simple, c'est de l'Excel, vous le voyez, d'accord? Donc, on va commencer par les données patrimoniales. J'ai mis en compte, là, pour le coup, je suis parti sur un exemple d'un client existant pour simplifier la vidéo. Champs, les champions, c'est vous. C'est pour ça que, voilà, ça, c'est mes travers historiques avec l'export et la langue anglaise. Champions achieve Maslow Pyramid safely. L'objectif, on va le voir ici sur l'outil, est effectivement de voir quelle est votre situation actuelle et pour aller vers un objectif qui est ici et que je vais vous expliquer sur mes critères à moi de Manuel Vergès au sein du cabinet Maison des Patrimoines et des règles que l'on met en place. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement, vous le voyez ici sur la gauche, on va reprendre en termes de valorisation. Alors, je suis parti sur un dossier client dont je vous dirai le nom évidemment, hein, par souci de confidentialité, mais qui sont des éléments réels qui permettent un peu d'avoir un contexte. J'ai pris le premier dossier qui me tombait sous la main pour voir ensemble. On va reprendre, vous le voyez ici, ces besoins physiologiques, ces besoins de sécurité, ces besoins d'appartenance, tous ces éléments de cette pyramide de Maslow dans lesquels effectivement on a intégré les différents supports d'investissement disponibles. D'accord. Alors, grand sujet et grand débat pour commencer d'ores et déjà, la propriété, la résidence principale. On est un certain nombre de personnes à penser que la résidence principale, actif, passif, ça vous parle? Actif, ce qu'on détient et passif, ce que l'on doit. Globalement, on a un certain nombre de personnes à penser que la résidence principale, bien qu'étant un besoin physiologique, naturel et humain, est aussi parfois un élément de passif surtout, puisqu'on va aller s'endetter sur 25 ans et que en fait, la différence entre l'actif et le passif dans mon esprit et dans l'esprit d'un certain nombre de confrères et de consoeurs, c'est qu'en fait, écoutez, un passif ne va pas vous générer du cash, ne va pas vous générer de la valeur. D'accord. Et cet élément-là est extrêmement important en termes de patrimoine. On va le revoir sur les éléments budgétaires ensuite. D'accord. Bref, la maison résidence principale intégrée ici dans ses besoins physiologiques. Là, dans le cadre de ce contexte-là, de mon jeune couple, la résidence principale est évaluée à 200 000 euros. Il n'y a pas de résidence secondaire. On le verra ensuite, on reviendra sur ces valeurs-là. Voilà, j'ai rentré l'ensemble des éléments, vous le voyez, vous pouvez faire ligne à ligne. Les cases jaunes sont les cases que vous pouvez remplir. Les autres, hop, sont protégées. Vous voyez, si vous essayez, vous ne pourrez pas. C'est très simple, vous avez juste à remplir les cases jaunes. Donc, on voit un contexte où là, on a 200 000 euros de résidence principale, 100 000 euros Alors, j'ai de plus en plus de profils jeunes comme ça qui ont énormément d'épargne et c'est bien. D'accord. C'est un saut quantique entre générations. Si je prends ma génération et la génération qui arrive, cette génération de trentenaires a compris l'importance de commencer à capitaliser et à se créer de la richesse pour pouvoir préparer leur beau jour, même s'ils sont très loin en ce qui les concerne. Alors, on le reverra hein, dans le contexte effectivement de cette pyramide de Maslow ici. Vous voyez bien les concentrations de revenus, de financement, pardon, qui ne sont pas très certainement aux bonnes places. Vous rentrez l'ensemble des éléments ici dans les cases jaunes. Donc, vous rentrez les montants d'épargne que vous avez sur livret A, livret. Là, vous allez avoir votre épargne de précaution, vos liquidités, d'accord, à hauteur de 100 000 ici dans ce contexte-là. Puis l'épargne à moyen terme qui va couvrir l'assurance vie, les contrats de capitalisation, les plans d'épargne retraite ou autres supports que vous pouvez avoir sur du moyen terme.
vous pouvez effectivement rentrer ces éléments-là. Ici, on a très peu, vous le voyez, d'épargne à moyen terme. Tout est ici bloqué ici. Les besoins d'estime, on l'a vu, les investissements immobiliers, zéro investissement immobilier dans ce cadre-là en dehors de la résidence principale et pas non plus d'investissement passion. On est sur un profil donc avec une valorisation patrimoniale brute hors ce qui est dû en termes d'emprunt et d'endettement sur la résidence principale, mais je pars du brut ici, d'accord, de 300 000 euros, donc un très joli patrimoine pour un jeune couple, d'une trentaine d'années, d'accord. Mais on se rend compte, donc vous rentrez les informations ici et si je vous enlève tout, par exemple, hop, vous voyez bien que, hop, ma pyramide, elle change de tête, d'accord. Si je fais, hop, je les remets, vous voyez que ici, on voit arriver en orange l'épargne de précaution qui est ici, d'accord. Par rapport à ça, et moi, mon travail, et ça, ce sont mes choix personnels, d'accord, je valorise les objectifs, ok, pour savoir effectivement par où on peut aller. Alors, il y a une évidence, c'est qu'on ne peut pas restreindre, d'accord. On voit que la résidence principale représente 65% du patrimoine de ce couple, puis 33% de l'épargne de précaution, d'accord, et un tout petit peu, 2%, qui est de l'épargne à moyen terme. On voit le déséquilibre aujourd'hui de cette situation, malgré le fait, de nouveau, attention, ne vous ne méprenez pas qu'on est en face d'un très joli patrimoine ici, d'accord, mais un patrimoine qui est globalement, alors c'est très courant dans les jeunes années, hein, on devient propriétaire de sa résidence principale, forcément celle-ci très rapidement représente ces montants-là, entre 60 et 80% de son patrimoine. Là, on est sur une particularité d'un jeune couple qui a énormément d'épargne, qui a commencé à épargner très tôt, d'accord. On le reverra et c'est quelque chose de très bien, d'accord. Par contre, cette épargne est restée en épargne de précaution. Cette épargne de précaution représente 33% du patrimoine. Et on le reverra, on va le voir tout de suite. De fait, vous voyez ici, moi, en termes d'objectifs que je propose à mes clients, l'objectif, puisque les clients disposent, hein, le manuel Vergès propose et le client dispose, 33% max. Vous savez, quand vous faites un endettement à la banque, c'est pareil, c'est 33%. 33% max en termes d'objectifs de valorisation de la résidence principale. Alors, vous allez me dire, mais attendez, mathématiquement, si c'est à 65%, ben oui, effectivement, ce 200 000 ici ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'on va le voir en bas, c'est la valorisation qui doit bouger du patrimoine. Alors, vous allez me dire, waouh, attendez, comment on va faire ça? N'oubliez pas qu'on parle d'objectifs, d'accord, à aller chercher. Mais si on voulait être dans un équilibre assez neutre, le fait d'avoir une résidence principale valorisée à 200 000 euros veut dire qu'à 33%, ça voudrait dire qu'on a un patrimoine de 600 000 euros en face. D'accord. Alors, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On part à nouveau d'une particularité avec une très belle base, mais il faut, pour aller chercher cette croissance et cet équilibre ici, on va revoir les grands ratios, disposer différemment, vous le voyez bien, de cette épargne. Cette épargne de précaution, vous voyez, elle représente 33% aujourd'hui. Elle ne doit pas, à mes yeux, représenter plus de 10% du patrimoine Alors, ce contexte, à nouveau, il va être très particulier. Il va être lié au bilan patrimonial que l'on fait avec les clients ensemble, de leur situation, de leurs objectifs aussi de vie, puisqu'un patrimoine, c'est un objectif de vie également. Et tout ça ne peuvent être que des quotas standardisés, d'accord, standard. Mais tout cela va évidemment évoluer. Mais si on veut aller chercher des objectifs, voilà les objectifs que moi je me mets en tête. 33% sur la maison, sur la résidence principale, 10% sur la partie épargne de précaution, 22% sur l'épargne de moyen terme, qui est aujourd'hui, vous le voyez, de 2%. Donc, vous commencez à assez rapidement modéliser de quel côté, en fait, il va falloir travailler. 30% sur les investissements immobiliers, la pierre qui reste effectivement des investissements, qu'elle soit papier, SCPI ou OPCI ou de la pierre réelle, avec ou sans niche de défiscalisation, mais qui doit représenter une part plus importante du patrimoine, surtout quand on peut se permettre. Vous voyez, on a 0% dans ce cas-là, et c'est effectivement l'axe de travail sur lequel on est avec ce jeune couple, d'aller chercher effectivement aujourd'hui de l'investissement immobilier pour renforcer la part patrimoniale.
d'accord? Et l'investissement passion sur lequel il faut toujours garder un peu de plaisir, d'accord? Ce n'est pas une obligation, mais voilà, sur lequel je mets 5%, ce qui vous fait un total de 100% sur ces différents axes. Et ces axes vous permettent, vous le voyez ici, de valoriser par le biais de ma pyramide de Maslow et la typologie d'investissement, ce vers quoi on doit aller, d'accord? On voit là où on n'est pas présent, là où on doit aller. Okay, les gros efforts, vous les voyez très rapidement. Ça vous permet de définir très rapidement, ici dans l'outil, effectivement, les critères sur lesquels vous devez travailler. Alors, les feuilles sont imprimables, même si elles sont protégées. Donc, vous pouvez l'imprimer et effectivement commencer à définir les 3 critères. Ça n'a rien d'en mettre 10, d'accord? Les 3 critères pour lesquels commencer très rapidement à travailler. Là, on le voit très rapidement, boum, l'investissement immobilier est un élément extrêmement important. Et puis, l'épargne de long terme, de moyen long terme, on s'en rend bien compte, qui n'est pas suffisamment valorisée, d'autant plus que cette épargne de long terme, contrairement à l'épargne de précaution, vous donnera des rendements potentiellement beaucoup plus intéressants. Donc, voilà un peu le début de l'outil, d'accord, sur les données patrimoniales. Et puis, j'ai mis en place également des données budgétaires sur lesquelles, alors j'ai rempli de la même façon pour faciliter cette vidéo avec mon petit couple qui a 5 035 € de revenus nets mensuels. D'accord. Et puis des éléments extrêmement importants qui vont être ces charges de vie. Le loyer de la résidence principale, alors que ce soit loyer financier, remboursement du prêt ou loyer réel si vous êtes que locataire, d'accord, qui aujourd'hui représente que 17%. Et à nouveau, on se rend compte que ce couple est extrêmement bien structuré en termes patrimonial aujourd'hui quand même. 17% des revenus nets mensuels. On est plutôt quand même de l'ordre de 35 à voire 40% sur beaucoup, beaucoup de ménages. C'est beaucoup trop. Okay. L'objectif, vous le voyez ici, moi je le mets à 15%, agressif, mais voilà. La résidence principale, à nouveau, dans mon esprit à moi, c'est du passif plus que de l'actif. Alors soit, on peut en parler, ça va valoriser. Sans aucun doute, c'est de l'immobilier, c'est de la pierre, ça va valoriser, surtout si vous êtes bien situé, d'accord. Néanmoins, je pense que dans un objectif de croissance de patrimoine et de recherche de performance, on doit limiter à 15% la partie loyer de la résidence principale. Okay. Alors, petit élément très latin, la voiture. La voiture, ce n'est pas du patrimoine. La voiture, c'est un outil de travail très, très largement. Hein, c'est ce qui nous sert pour aller au boulot, OK, occasionnellement pour aller en vacances, mais ça reste un outil, ce n'est pas du tout du patrimoine. Donc, ça n'a rien à faire effectivement dans les données patrimoine, on est dans de la donnée budgétaire. Et là, vous le voyez, c'est encore plus. Alors, mon petit couple, c'est parfait. Hein, un des deux est commercial, donc voiture de fonction, ça c'est génial. Et puis la deuxième n'a pas de frais de voiture, elle a la même voiture et elle a fait le choix et c'est extrêmement intéressant. Alors, l'objectif de 5% va sûrement vous faire peur à 252 € dans ce cadre-là par mois. Mais à nouveau, hein, une voiture, c'est juste pour vous traîner. Vous prenez une voiture peu importe son prix, à 5 000, 10 000 €, et puis vous l'amortissez sur 5 ans. Ça roule, ça fait des centaines de milliers de kilomètres une voiture. Je sais, c'est un aspect d'image. L'image est importante chez nous latins, c'est pour ça que je parle des latins. Néanmoins, si vous voulez chercher de la performance dans le patrimoine, bah, écoutez, essayez de ne pas vous concentrer sur la bagnole et puis essayez de vous concentrer, on va le voir, sur d'autres éléments. En sortie, ces jeunes-là dépensent en gros 500 € de leur budget. Alors, vous voyez, c'est extrêmement peu, c'est 10%. C'est 10%, c'est parfait. C'est largement suffisant en termes de sortie, d'habillement. Bon, actuellement, c'est particulier, on peut mettre d'autant plus, d'accord. Et puis, cet élément extrêmement important, l'épargne. Donc, de la même façon que précédemment, hein, vous remplissez les cases jaunes, le reste se remplit naturellement, d'accord. L'épargne mensuelle, ces jeunes mettent 800 € par mois en moyenne, d'après eux. Alors, c'est toujours difficile à jauger, hein, c'est un peu à la louche, sauf pour les gens qui sont extrêmement près de leur dossier, mais même ainsi, avec le contexte actuel, c'est compliqué. Ces jeunes-là mettent 800 € d'épargne mensuelle. Tout le reste, tous les à côté, tous les frais de bouche, tous les frais de vie, tout ça a peu d'importance. Ce qui va être extrêmement important, ça va être l'épargne mensuelle, d'accord. Et du coup, l'épargne annuelle généralisée.
Là, ça nous fait 16% de leur revenu en épargne mensuelle. Et bien que je vous ai dit que leur patrimoine était absolument joli pour un jeune couple de 30 ans, je continue à penser que ce n'est pas assez. D'accord. Si on veut effectivement, vous vous rappelez, il faut aller doubler le patrimoine pour être dans un contexte d'équilibre selon ma pyramide de Maslow. Pour moi, l'objectif en termes d'épargne, c'est 70% des revenus. Alors là, tout le monde est tombé de la chaise, j'imagine, mais il faut savoir ce qu'on veut et je vais vous montrer la différence. Je vous ai fait des petites courbes ici, effectivement, pour vous montrer. Ce couple-là, juste pour terminer, a un impôt de 2 396 euros par an, d'accord, qui représente que 4% de leur budget. C'est assez maîtrisé. Néanmoins, à 2 400 euros, on peut utiliser pour de l'investissement en immobilier. On en a déjà parlé ensemble. Voilà un peu ce qu'on va faire, c'est utiliser aussi cet impôt pour l'utiliser comme un levier dans le terme de l'investissement immobilier. L'objectif étant d'amener à zéro cet impôt sur ces niveaux d'imposition. D'accord. Et alors après, du coup, je vous ai fait un simulateur avec deux courbes que vous verrez ici en fonction effectivement de ce montant d'épargne annuel que vous allez mettre. Ces 16% qui sont actuellement, c'est 800 euros par mois qui en représentent 9 600 euros par an. Vous allez tous me dire, et je suis d'accord avec vous, c'est extrêmement intéressant déjà, surtout pour des jeunes de 32 ans, à 16%. C'est cette courbe-là, vous le voyez, qui vous amène effectivement de 9 600 euros ici en début, en 2021, si on part de ce point-là, et qui, selon la courbe de rendement, là on est sur un rendement à 0,5, vous savez, votre fameux placement de précaution. Voilà un peu la croissance de votre patrimoine, ça vous parle? Voilà. À 3,5 sur quelque chose d'assez équilibré, assez sécuritaire, vous le voyez ici, on va plus que doubler en 25 ans, j'ai fait une simulation à 25 ans pour ces jeunes-là, plus que doubler le capital avec très peu de risques, d'accord. Et puis, avec un rendement net recherché de 7%, qui sont des choses que l'on peut tout à fait obtenir. Vous voyez un peu la situation, on va plus que quintupler ce revenu. Alors, quand vous partez de 9 600, voilà ce que ça donne, c'est impressionnant. Mais imaginez donc avec 70% d'épargne, d'accord. Et ça, c'est la courbe du bas, vous le voyez ici, avec ces 70% d'épargne qui représentent 42 000 euros de côté par an, d'accord, dans leur cadre. Alors, les intérêts composés vont travailler en plus, hein, puisque chaque année, vous allez mettre 42 000, mais ces 42 000 vont créer des intérêts qui vont travailler. Ces courbes prennent en compte tout ça, d'accord. Regardez un peu la différence. De la même façon, votre courbe est toujours aussi plate à 0,5, évidemment. Je n'ai pas mis en compte l'inflation, j'étais sympa, sinon on serait en négatif là-dessus. À 3,5%, vous allez de la même façon toujours un peu plus que doubler. Et puis l'explosion, comme on a dit, multipliée par 5. Et vous voyez qu'on arrive quoi ici à 250 000. Donc, quand on se disait tout à l'heure, il est fou le Manuel Vergès, là, bah, pas tant que ça. Pas tant que ça. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'effectivement, il faut aller chercher du placement financier avec du rendement. Et pour ça, effectivement, bah, écoutez, il faut avoir un contexte où vous êtes accompagné, où vous allez prendre des décisions, mais en toute connaissance de cause avec les bons outils. Les bons outils, c'est quoi? C'est de nouveau un conseiller qui va vous donner des simulations, qui vous indiquera l'ensemble des risques que vous pouvez avoir en fonction des différents scénarios, qui vous fera l'ensemble de ces simulations et tout sera transparent pour vous, sans surprise. OK? Écoutez, je suis dispo. Petit like, petit message si vous voulez le fichier que je vous envoie pour vous amuser avec vos situations propres. Et puis, à nouveau, je suis disponible en visio à distance. Je me déplace, je fais 120 000 km par an pour mes clients. N'hésitez pas. Surtout, à très bientôt. Ciao.